à savoir les manifestations neurologiques de la maladie de Behçet. D'accord? On va prendre une heure et quart pour exposer ce cours, puis on prendra une demi-heure pour traiter de cas cliniques. Donc pour vous initier au cas clinique qu'on pose lors de l'examen de fin de semestre. D'accord? Donc 2 cas cliniques. Comme ça, vous allez vous habituer à raisonner face à un problème neurologique. D'accord? Donc, la maladie de Behçet est une vascularite. D'accord? Une vascularite aux dépens des artères, des vaisseaux de tout calibre. D'accord? Qui va toucher plusieurs organes. D'accord? Et parmi ces organes, le système nerveux central et dans un certain degré, le système nerveux périphérique. D'accord? Donc on va vous faire un rappel sur la maladie de Behçet globalement et par la suite, on va s'attaquer aux atteintes purement neurologiques qui nous intéressent et qui vous intéressent dans votre cours de neurologie. Son étiologie, elle est inconnue. Elle est fréquente dans le bassin méditerranéen et le Japon. D'accord? Donc c'est une maladie qui est très très fréquente sur le bassin méditerranéen du côté sud. Ça veut dire Maroc, Tunisie, Algérie et puis la Turquie et ainsi de suite, la région MENA, la Palestine, l'Israël. Et par la suite, ça suit la route de soie anciennement connue dans le commerce international. Donc c'est une pathologie qui est à l'opposé de la sclérose en plaques. On va faire à chaque fois des corrélations et des oppositions par rapport à la sclérose en plaques parce qu'il y a beaucoup de choses et de ressemblances. Donc à l'opposé de la sclérose en plaques, c'est une pathologie à prédominance masculine qui va donner beaucoup de manifestations cliniques qui sont extrêmement hétérogènes. Aussi bien sur le plan extra-neurologique, parce qu'on va voir que c'est une pathologie qui va toucher les articulations, le tube digestif, les reins, l'œil, les muqueuses. Mais ces manifestations également, lorsqu'ils touchent le système nerveux central et périphérique, sont également très polymorphes. D'accord? On peut faire le diagnostic de neuro-Behçet sur des céphalées simples, comme on peut retenir le diagnostic de neuro-Behçet sur un tableau de coma profond. D'accord? Donc les manifestations cliniques sont également polymorphes. Quels sont les appareils qui sont touchés en premier ou fréquemment touchés dans le cas de la maladie de Behçet? Tout d'abord, l'atteinte des muqueuses. Elle est très fréquente et ça se présente sous forme d'aftes bipolaires, buccaux et génitaux. Maintenant, les images passent très très bien. Regardez, c'est des lésions qui sont arrondies, donc avec un fond blanchâtre, regardez, parfois jaunâtre, qui peuvent siéger sur la joue, le bord latéral de la langue, sur la gencive, qui peuvent être uniques ou multiples et qui sont douloureuses, très douloureuses. D'accord? On fait le diagnostic de maladie de Behçet lorsqu'on a la notion d'aft à répétition au moins 3 épisodes pendant l'année. Parce qu'il y a des situations physiologiques de stress, on peut avoir des aftes. D'accord? Ces aftes-là, soit qu'on les trouve au stade évolutif, comme le montre cette photo-là. Donc c'est un aft évolutif au niveau de la joue interne. D'accord? Ici, au niveau de l'angle entre la joue et la gencive. Parfois, on trouve des aftes au stade séquelaire. Regardez ici, au niveau scrotal, c'est des aftes hypochromiques au stade séquelaire. Donc, la première manifestation clinique qu'il faudrait lui donner beaucoup d'importance, c'est l'atteinte des muqueuses sous forme d'aftes ou génitaux, qui peuvent être soit évolutifs, en consultation en hospitalisé, vous trouvez des aftes, soit, quand vous voyez le patient en dehors de la période évolutive, à ce moment-là, il faut chercher les aftes séquelaires. La deuxième manifestation clinique très fréquente dans le cas de la maladie de Behçet, c'est la présence d'une uvite. Regardez cet aspect-là. D'uvite avec ce qu'on appelle un hypopion. D'accord? C'est l'accumulation
de pus ou une réaction cytologique est très importante au niveau de la chambre antérieure, et par l'effet de présenteur, vous avez précipitation de cette réaction cytologique ou carrément de pus au niveau de la chambre antérieure. Donc, une évite antérieure avec hypopien est très caractéristique de la maladie de Behçet. D'accord? On parle des manifestations extra-neurologiques parce que lorsque vous avez un tableau neurologique, on va faire un bilan lésionnel, on va chercher les autres atteintes extra-neurologiques qui parfois permettent d'orienter le diagnostic lorsque l'élément aft fait défaut. On va voir que l'atteinte neurologique, il est toujours il est généralement concomitante ou il suit l'atteinte des muqueuses, mais dans 7 à 10%, on peut avoir une atteinte neurologique qui précède les aftes. Et on donnera beaucoup d'importance aux atteintes extra-neurologiques, notamment ophtalmologiques, le fait d'avoir une visite antérieure à hypopien, et on n'a pas mis le diagnostic, il faut s'orienter et évoquer le Behçet. On peut avoir également une atteinte digestive sous forme de diarrhée chronique, un tableau digestif aigu suite à la présence des aftes au niveau du tube digestif. On peut avoir des arthralgies ou des polyarthralgies intéressant les articulations, les petites et les grandes articulations. Et ça va se manifester par un tableau d'arthralgie chronique ou carrément d'arthrite. Et puis, on va avoir un tableau vasculaire, d'accord, sous forme de thrombose, de pathologie prothrombotique. Une thrombose soit au dépend du système veineux ou du système artériel, d'accord. On peut avoir carrément des anévrismes artériels. Pour le diagnostic, pour la pathogénie ou la physiopathologie de la maladie de Behçet, il est actuellement sujet de recherche. On n'a pas encore une explication bien ficelée. C'est pas comme la CEP où on sait beaucoup de choses par rapport à la physiopathologie de la maladie de Behçet. On pense que la maladie de Behçet survient suite à une réponse inflammatoire induite par des facteurs environnementaux, parce que, regardez, cette prévalence très très importante de la sclérose en plaques qui suit une distribution très particulière, donc ça suggère qu'il y a des facteurs environnementaux associés à un agent infectieux chez une personne prédisposée génétiquement, d'accord. Et parmi les éléments génétiques, la présence du HLA-BC51 est le facteur le plus fortement associé au cas de Behçet. Comment on explique cette physiopathologie de près? On pense qu'il y a un antigène qui peut être soit bactérien, soit viral, qui va entraîner une stimulation qui va être prise en charge par cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices d'antigènes, par la suite, ils vont entrer en contact avec les lymphocytes. C'est la même chose que dans la sclérose en plaques. D'accord? Le fait que ce contact s'établit, les lymphocytes vont être activés. D'accord? Ce qui permettra de libérer les facteurs pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, l'interféron gamma, les interleukines 1, 8 et 17. Ces cytokines pro-inflammatoires vont entraîner une activation des neutrophiles. Ces neutrophiles, une fois ils sont activés, ils vont être capables de traverser la barrière hémato-encéphalique, être à l'origine des lésions tissulaires qu'on rencontre. On observe deux éléments qui favorisent ce passage transendothélial et cette réaction inflammatoire. Tout d'abord, l'hyperexpression à la surface des cellules endothéliales des récepteurs transmembranaires qu'on appelle les ECAM.
le fait d'avoir une surexpression des ECAM sur la surface endothéliale favoriserait ce passage transendothélial. D'accord? Et puis on a constaté que les lésions tissulaires dans le cadre de B7 sont très riches en monoxyde d'azote. Et sur le plan de biologie moléculaire, le fait qu'on a une hyper-expression de monoxyde d'azote permet de maintenir et d'entretenir une réaction inflammatoire et d'exercer un effet de chémiotactisme sur les polynucléaires qui sont activés dans la circulation périphérique. Donc ce modèle d'explication physiologique, ça ressemble, ça s'approche de l'explication qu'on a donnée dans le cas de la sclérose en plaques. Et puis, ça reproduit le cadre hypothétique d'un agent infectieux qui va entraîner un dérèglement du système immunitaire, qui va être à l'origine d'une hyperexpression des cytokines pro-inflammatoires, activation des polynucléaires neutrophiles, passage transmembranaire et lésions tissulaires. D'ailleurs, sur le plan, on verra sur le plan neuropathologique que les lésions, dans le cadre du neuro-B7, on trouvera une infiltration périvasculaire de polynucléaires neutrophiles. D'accord? Donc c'est un cadre hypothétique qui manque beaucoup de détails, mais malheureusement, la maladie de B7 est une pathologie qu'on a dit, il touche le pourtour méditerranéen. Ça veut dire juste à titre anecdotique, lorsqu'un malade est hospitalisé au niveau de la petite salpêtrière qui présente un neuro-B7 avec une forme grave, il ferait le téléphone pour appeler l'équipe de neurologie de Rabat. Parce que si en France, ils voient 2-3 cas par année, à Rabat, ils peuvent voir une dizaine, une vingtaine de cas. D'accord? Donc, malheureusement, c'est une pathologie qui est fréquente dans notre contexte. Et c'est à nous de faire beaucoup de progrès, beaucoup de recherches pour comprendre la physiopathologie. C'est une pathologie qui est considérée très très rare en France. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'explications, on n'a pas beaucoup de données sur les bases physiopathologiques. Autant on a beaucoup de séries, d'accord? Les Turcs, ils publient beaucoup de séries sur le neuro-B7. Les Iraniens, ils publient beaucoup de séries. Mais malheureusement, tout ce qui est sciences fondamentales, ça manque énormément. Le diagnostic de la maladie de B7, il repose sur des critères de diagnostic. D'accord? On distingue le critère de diagnostic principal, c'est la présence d'une aphthose buccale récidivante, d'accord, associée à au moins 2 critères mineurs, qui sont la présence d'ulcération génitale récidivante ou des lésions cicatricielles, la présence de lésions oculaires, type uvite ou vascularite, la présence de lésions cutanées, type érythème noyeux, pseudofolliculite, lésions papillopustuleuses ou des nodules acnéiformes. Et le dernier test, c'est le test Patergek cutané qui doit être positif. Lorsqu'on fait une irritation cutanée, on n'a pas de réponse. Chez les patients qui ont un malade de B7, vous avez une réaction inflammatoire qui est exagérée, soit au point d'injection ou carrément lorsque vous avez une éraflure au niveau cutané. Donc le diagnostic, c'est ces éléments, c'est ces critères de diagnostic. Et dans le cas de maladie de B7, avec atteinte neurologique, pour faire le diagnostic, il nous faut des symptômes neurologiques évocateurs de la maladie, associés à ces critères de diagnostic. D'accord? Donc le diagnostic d'une atteinte neurologique dans le cadre de B7 va reposer sur l'association d'une atteinte neurologique caractéristique. On verra quelles sont les atteintes neurologiques caractéristiques associées à ces critères de diagnostic. Ça veut dire, si on n'a pas ces critères de diagnostic, il ne faudrait pas évoquer le neuro-B7 face à un patient, face à quelqu'un qui présente une atteinte neurologique.
D'accord? Donc on pense d'emblée à une atteinte neurologique dans le cadre de BSAT lorsque déjà le patient il remplit au moins le critère majeur qui est la présence d'aphthose buccale récidivante. Le seul cas de figure qui échappe à ce raisonnement, c'est les 5, les 7, 10% jusqu'à 10% de patients qui peuvent avoir une atteinte neurologique qui précède les aphtes buccaux. Donc ces critères de diagnostic, c'est à retenir par cœur. Donc qu'en est-il de l'atteinte neurologique? L'atteinte neurologique, on a dit, il peut être inaugurale de la maladie dans 5 à 7%.